Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathieu Di Bisegli, je suis interne de radiologie à Marseille. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Thierry et je suis également interne à Marseille. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour ce deuxième webinaire francophone des juniors de la radiologie interventionnelle. Ce soir, il sera consacré au traitement percutané par thermoablation des lésions pulmonaires. Cette thématique vous sera présentée par le docteur Paul Habert, assistant au sein de la PHM, et de Julien Panot, interne. Ils présenteront notamment les différentes techniques de thermoablation pulmonaire. Pour les accompagner, nous avons sollicité deux experts, le docteur Jean Palussière, qui est radiologue à l'Institut de cancérologie Bergonié à Bordeaux. Bonjour monsieur Jean Palussière, est-ce que vous êtes bien avec nous? Micro coupé. Il va peut-être voir avec son micro s'il est bien activé. Et le professeur Jean-Yves Gobert, radiologue à la Timone spécialisé en imagerie thoracique. Monsieur Jean-Yves Gobert, est-ce que vous êtes bien avec nous ce soir? On va essayer de voir avec les micros si c'est bon. Ok. Vous m'entendez là? C'est Jean Palussière de Bordeaux. Vous m'entendez? Bonsoir, ouais, on vous entend très bien. Bonsoir, bonsoir. Bon, parfait. Pour commencer, nous allons vous présenter un cas clinique dont la réponse vous sera délivrée en fin de session. On passe au cas clinique. Donc, pour rappeler, on n'a pas de conflit d'intérêt pour l'instant en tout cas. Donc, on vous présente le dossier d'un patient de 65 ans, patient qui est suivi pour un adénocarcinome colique qui a été opéré en 2012. Il a présenté une lésion secondaire au cours de son suivi, qui a été opérée par lobectomie supérieure droite en 2017. Puis, tout récemment, l'apparition d'un nouveau nodule, d'une nouvelle lésion secondaire qui a été discutée en RCP. Voici la lésion qui se trouve dans le lobe inférieur droit, un peu central. On déterminera qu'est-ce que vous proposez pour la traiter. Et on va laisser la place au docteur Paul Habert et à Julien Panot pour la discussion du sujet du mois. Donc bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième webinaire consacré à la destruction tumorale percutanée pulmonaire. Donc je me présente, je suis Julien Panot, je suis interne de radiologie et je serai accompagné du docteur Paul Habert que je laisse se présenter. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Paul Habert et je suis chef de clinique. Nous allons vous parler ce soir avec Julien de la destruction tumorale percutanée dans la thématique de l'oncologie thoracique et je laisse Julien commencer la première partie du topo. Donc, pour commencer, la destruction tumorale percutanée pulmonaire, c'est bien sûr la destruction d'une lésion tumorale, qu'elle soit primitive ou secondaire, par une technique d'ablation, que ce soit par le chaud ou par le froid. Donc, l'avantage de cette technique, c'est bien sûr qu'elle est mini-invasive en comparaison avec la chirurgie et toujours sous contrôle de l'imagerie. Donc, la destruction tumorale percutanée, juste une petite anecdote, la radiofréquence, ça a été découvert dans les années 77. En fait, c'était un effet secondaire d'une épreuve d'électrophysiologie cardiaque. Et c'est là-dessus qu'a été découvert en fait, l'ablation par radiofréquence. Ensuite, les premières radiofréquences tumorales pulmonaires ont été faites dans les années 2000. Et de nos jours, on a le développement de plusieurs autres techniques. Donc là, voilà, c'est juste pour vous présenter une petite étude de marché. Donc on voit que dans les années 2012, ça représentait environ 200 millions de dollars toutes les techniques d'ablation tumorale percutanée, et que là, de nos jours, dans les années 2020, ça représente quasiment le double, soit environ 400 millions de dollars. Donc ça, c'est le premier article qui est sorti sur les radiofréquences. C'est les premiers patients sur qui a été testé le dispositif. Donc ça a été testé sur 3 patients. Là, vous avez un exemple d'un patient qui avait une métastase d'un cancer colique. Donc on voit, ils ont utilisé une aiguille droite et sur la dernière diapo, vous voyez le contrôle à 6 mois qui est parfait. Et donc ça, c'était le premier article qui est sorti dans AJR dans les années 2000. Donc le principe de la radiofréquence, on introduit une électrode de manière percutanée, donc à l'aide d'une aiguille qui va être positionnée au contact du volume cible, à savoir au centre de la lésion. Ensuite, il y aura une émission d'un courant électrique alternatif
par le générateur, qui va chauffer l'aiguille. Le courant va être réceptionné par ce générateur par les électrodes de retour. Et en fait, c'est ces phénomènes de friction et d'agitation ionique qui vont entraîner un échauffement et qui va détruire les cellules tumorales. Donc, les principales indications de la radiofréquence pulmonaire, donc dans les cancers bronchiques non à petites cellules, ce sera les nodules qui seront inférieurs à 3 cm le plus souvent, des cancers non métastatiques et pas de contact avec les gros vaisseaux pour éviter le head-sink effect dont je vous parlerai tout à l'heure. Concernant les patients métastatiques, ce sera les patients qui seront oligométastatiques avec un bilan d'imagerie qui sera bien sûr exhaustif, une maladie tumorale bien contrôlée, que ce soit avec ou sans autre thérapeutique, un nombre de métastases raisonnable, et bien sûr, tous ces traitements sont décidés en RCP pour que les indications soient vérifiées. Donc la procédure d'ablation en elle-même, comment elle se déroule? Donc on va avoir une consultation préalable avec le patient. Ensuite, la procédure sera réalisée bien sûr sous conditions stériles. On va installer le patient, que ce soit au scan ou au CBCT, en fonction du trajet que l'on va avoir et de la lésion en elle-même. On va faire le repérage de cette lésion donc avec différentes modalités d'imagerie, je vais vous en parler tout à l'heure. Ensuite, bien sûr, respecter des marges de 1 cm avec tout ce qui est moelle et racines nerveuses, notamment pour les aiguilles monopolaires. Ensuite, bien sûr, avoir une prévision balistique du geste que l'on va faire. Ensuite, on va passer à l'ablation de la lésion en chauffant les aiguilles, en prenant des marges de sécurité de 5 mm de chaque côté, enfin de part et d'autre de la lésion, donc ça fait des marges d'environ 1 cm. Et ensuite, contrôle de l'absence de complications immédiates et la visite, bien sûr, en chambre en fin de journée pour voir l'état du patient, s'il va bien et s'il n'y a pas de complications particulières. Donc la consultation, elle se déroule avec un radiologue interventionnel. On va, durant cette consultation, bien sûr, expliquer le geste au patient et ses complications. On va faire la gestion des anticoagulants avec un arrêt des anticoagulants. On va programmer, que ce soit sous anesthésie générale ou anesthésie locale, une consultation avec un anesthésiste. Et ensuite, programmer l'hospitalisation et l'intervention en elle-même. Concernant le repérage de la lésion, donc différentes manières, on a soit CBCT, soit sous CT. Donc le cone beam CT, c'est une alternative qui est intéressante parce qu'elle permet de réduire le temps d'opération. Ça a été montré sur cette étude qui date de 2015. Et du coup, c'est une alternative qui est intéressante si jamais on n'a pas de scanner dédié un scanner dédié à l'interventionnel. Concernant le protocole anesthésique, donc deux manières. Une anesthésie générale, une sédation consciente. Il faut savoir que l'anesthésie générale, elle permettra un meilleur contrôle de la douleur et moins d'échecs de procédure, parce que sous sédation consciente, on a des toux qui sont réactionnels et des douleurs perprocédurales qui peuvent être importantes et du coup qui gênent la réalisation du geste. Donc vraiment, le confort de l'anesthésie générale en l'absence de contre-indication, il est vraiment notable. Concernant le matériel, donc vous avez deux générateurs en haut à droite. Ensuite, des aiguilles droites et des aiguilles qu'on appelle parapluie. Je vais vous en parler un peu plus après. Donc voilà les différents types d'aiguilles qu'on a. Donc on a toujours le système coaxial, qui est avec un introducteur 14 gauge, et plusieurs types d'aiguilles. Donc on a les aiguilles parapluie que vous voyez en haut à droite, les aiguilles déployables en bas à droite et les aiguilles droites en bas à gauche. À savoir que les aiguilles parapluie, elles permettent un ancrage bien meilleur dans la tumeur et donc une meilleure stabilité durant le geste qui quand même dure un certain temps et du coup nous offre un confort vraiment agréable. Concernant la ponction tumorale, donc là je vous ai mis un petit exemple de ponction tumorale. Vous voyez la petite lésion en haut à gauche avec le déployage des aiguilles au sein de cette lésion qui est située au centre de l'aiguille. Ensuite, vous voyez en post-procédure immédiat la couronne en verre dépoli qui est localisée autour de la lésion. Ensuite, à 36 heures, donc sur la figure D, vous voyez que ça commence déjà à se rétracter. Et sur la figure E et F, donc qui correspond à l'évolution à 2 mois et à 4 mois, vous voyez cette cicatrice qui continue de diminuer. Donc, bien sûr, il faudra faire attention pendant la ponction tumorale. Si c'est par voie antérieure à l'artère mammaire interne et par voie postérieure, on fera attention, bien sûr, aux artères intercostales. Concernant les complications des radiofréquences, donc la complication la plus fréquente, c'est bien sûr le pneumothorax qui arrive dans environ 45% des cas. Donc ça, c'est des chiffres qui sont sortis d'une étude sur plus de 460 patients sur lesquels avaient été réalisées environ 1000 radiofréquences pulmonaires. Et parmi les facteurs de risque tout confondus, que ce soit pour le pneumothorax ou pour les hémoptysies, on a l'emphysème, les antécédents de chimiothérapie, de radiothérapie
et bien sûr les troubles de l'hémostase. J'ai laissé en gras l'embolie gazeuse qui reste quand même une complication exceptionnelle, mais gravissime. Pour la prévention des complications, donc on a un petit papier qui est sorti ici à Marseille concernant l'occlusion en fait, des trajets d'embolisation avec une éponge hémostatique résorbable, donc qui montre vraiment un meilleur contrôle et une diminution des risques de pneumothorax en post-procédure. Et bien sûr, ne pas cauteriser le trajet de l'aiguille en fin de geste parce que ça augmente les risques de fistule bronchopleurale. Et en fonction du geste et du patient, ne pas oublier l'antibioprophylaxie pour diminuer les risques septiques. Donc le pneumothorax, c'est un événement qui est fréquent, qui est en fonction des patients, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils ont de l'emphysème ou pas, de la durée du geste, du nombre de lésions traitées, bien sûr ça augmente en fonction du nombre de lésions traitées, des indications, des antécédents. On sait que la chirurgie pulmonaire, par exemple, diminue les risques de pneumothorax en per-procédure. Donc là, vous avez en bas à droite un exemple de pneumothorax drainé. Voilà, en post-procédure, il n'y a aucun souci, il n'y a plus de pneumothorax, a complètement disparu. Le pneumothorax, ça peut aussi être utile dans certains cas. Donc, par exemple, je vais présenter un petit cas de traction avec une carbodissection. Donc là, vous avez une lésion tumorale de l'apex droit qui vient au contact du tronc veineux innominé droit. Donc, si on chauffe à cet endroit-là, on va avoir une diminution de la température qui sera liée à la circulation sanguine. Et c'est ce qu'on appelle le heat sink effect. En fait, ça va être le refroidissement lié à cette circulation. Donc, une des techniques pour nous affranchir de cet effet, ce sera de créer nous-mêmes un pneumothorax de cet apex droit avec une rétraction de la lésion pour pouvoir chauffer sans aucun souci. Donc, concernant le post-interventionnel, généralement, on a une hospitalisation qui est de 24 à 48 heures avec un contrôle scanographique qui est précoce, bien sûr, pour bien voir la couronne de verre dépoli autour de la lésion et la gestion du pneumothorax, si jamais pneumothorax il y a eu. Concernant le suivi, donc ça dépend un petit peu des différents centres. Et l'évolution est variable. Et par ordre de fréquence, on aura la fibrose linéaire et l'aspect nodulaire persistant. C'est les deux grosses évolutions que l'on a en post-radiofréquence. Là, je vais vous parler de deux autres techniques. La première, c'est la cryoablation. Donc, à contrario, c'est une destruction tumorale par la congélation, donc par le froid de la lésion, avec 5 effets différents pour entraîner la destruction de celle-ci. Le principal avantage, ça va être les douleurs post-interventionnelles qui vont être diminuées, et notamment pour les lésions qui sont à contact pleural. Et c'est une indication qui est idéale pour les lésions diaphragmatiques et pariétales. Paul vous en parlera tout à l'heure, avec différents articles qui traitent de cette thématique. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de cryoablation qui a été réalisé la semaine dernière. Donc là, vous voyez parfaitement le petit glaçon qu'on voit beaucoup plus hypodense. Vous voyez ici, avec les 2 aiguilles de cryoablation. Donc vous voyez, c'est vraiment une lésion pleurale, c'est vraiment l'indication type, la lésion pleurale. On voit parfaitement le glaçon et on a un bien meilleur contrôle que sur la radiofréquence de ce qu'on brûle, entre guillemets, ce qu'on gèle dans la cryoablation. Concernant le micro-ondes, donc ça va être une destruction, ça c'est la toute dernière technique, une destruction thermique, donc plus 60 degrés, avec des aiguilles qui sont refroidies de manière interne, avec une augmentation de la température qui est beaucoup plus élevée et beaucoup plus rapide qu'avec la radiofréquence. L'avantage, ça va permettre de s'affranchir de ce heat sink effect. L'inconvénient, c'est la difficulté dans la reproductibilité. Pareil, Paul vous en parlera tout à l'heure sur différentes études qui ont été réalisées sur le micro-ondes. Donc maintenant, je vais laisser Paul enchaîner sur sa partie. Merci beaucoup, Julien. On passe à la deuxième partie du topo. La destruction tumorale percutanée en oncologie thoracique. Pourquoi et pour qui? Et avec cette première diapositive, est-ce que le poumon, ça ne serait pas l'organe idéal? Donc, on a ces lésions qui sont dans un environnement qui est aérique, cerné par de l'air, et ça va nous favoriser la destruction puisqu'il va y avoir une isolation qui sera à la fois thermique de la lésion et on aura une isolation électrique en considérant qu'en fait la lésion, elle est un peu comme dans cette image qui illustre les propos, pas perdue au milieu de nulle part, mais bien isolée de son environnement. Et du coup, toute l'énergie qui va être délivrée, elle va être concentrée sur la cible qui a détruit. En plus de cela, le scanner, il offre un contraste naturel entre l'air qui a des densités très négatives en ionosphère et la lésion
va ressortir en hyperdensité. Et donc, on a un positionnement du matériau qui va être le plus optimal possible et le plus précis possible, avec une précision de l'ordre du millimètre. Aujourd'hui, la radiofréquence, l'ablation par radiofréquence, c'est la technique de référence parce qu'elle est utilisée depuis le plus longtemps, depuis les années 2000, et il y a une bibliographie qui est très abondante. Je vous ai mis ici un exemple. Lorsque l'on recherche sur PubMed radiofréquence et poumon, vous voyez qu'on a à peu près 560 résultats, et encore, j'ai fenêtré les dates de 2000 à aujourd'hui. C'est une technique qui a montré sa faible morbimortalité, qui a montré qu'il y a une épargne parenchymateuse qui est très importante, et c'est un traitement qui est efficace et qui a été montré par de nombreuses études prospectives multicentriques. Alors, par rapport au micro-ondes, quels sont les avantages, inconvénients? Potentiellement, le micro-ondes, par rapport au fait que les températures vont être très élevées, il pourrait s'affranchir du heat-sink effect. Et la température augmente rapide. Donc, quand c'est sorti, on nous a dit plus vite, plus fort. C'est ce qui est illustré sur la diapositive qui est ici, avec les deux courbes. La courbe de radiofréquence, vous voyez que la température monte aux alentours de 100 degrés, puis devient oscillante. Et la température des micro-ondes, avec un début de courbe exponentielle très rapide, puis une augmentation qui va plutôt être linéaire. Alors, tout ça, ça paraissait très bien, mais on voit qu'en fait, il y a plusieurs constructeurs, et chaque constructeur a un peu sa recette qu'il a mis dans ses aiguilles de micro-ondes. C'est ce qui est illustré par cette diapositive de la publication de Hoffman de 2013, et qui montre que pour chaque constructeur, ou en fonction du temps et de la puissance délivrée, on a des volumes d'ablation qui sont quand même différents. Donc on a aujourd'hui une nécessité de préciser les dimensions et les volumes attendus afin de mieux sélectionner nos patients. On va passer ensuite à quelles indications dans les tumeurs primitives, quelles indications dans les lésions secondaires. Mais avant cela, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister, et Julien en a parlé juste avant. Il y a les marges, avec la nécessité d'avoir des marges de 10 mm, c'est-à-dire 5 mm de chaque côté de la lésion, pour avoir le moins possible de récidive locale, et ça a été publié en 2016. Vous voyez cette différence de courbe de l'ordre de moins de 10% de récidive locale avec des marges satisfaisantes, 70% de récidive locale si les marges sont faibles. Donc, la question du choix de la taille de l'aiguille par rapport à la taille de la lésion est un point fondamental. Il y a la deuxième chose sur laquelle je souhaite insister, c'est le heat-sink effect. On sait que la radiofréquence est refroidie par le flux sanguin lorsque la lésion est à proximité d'un gros vaisseau. Et les vaisseaux qui font moins de 4 mm, strictement moins de 4 mm, n'ont pas d'influence sur le résultat. Et ça a été publié il y a maintenant longtemps, en 2005, c'est l'illustration que vous voyez sur la diapositive, parce que d'une part, ils vont se thromboser, et d'autre part, il va y avoir une lésion de l'intima, de la paroi des vaisseaux. Alors que les vaisseaux de plus de 4 mm, eux, ils refroidissent significativement l'ablation, et ça va être des patients qui seront sûrement moins sélectionnés pour les radiofréquences pulmonaires. On va s'intéresser aux indications pour les tumeurs primitives. Cet article est un des articles Princeps publié en 2007 et qui montrait que la technique marchait sur des lésions primitives ou secondaires, mais avec un recueil des données qui était vraiment ancien, puisque vous voyez entre 1998 et 2005. Depuis, il y a des séries qui sont sorties, multicentriques, prospectives, comme celle-là qu'on peut citer, qui s'intéressait principalement à la survie globale à 2 ans et au retentissement sur la fonction respiratoire. Et voici la courbe de survie, avec, vous voyez, une survie à 1 an qui était de 86% et une survie à 2 ans de 70%. Ce sont des résultats très honorables dans le traitement des tumeurs primitives pulmonaires. Voici un exemple de surveillance. C'est ce qu'ils ont proposé dans cette publication, avec un suivi qui était mixte par scanner et par TEP scanner régulier, et des EFR qui étaient réalisés à 3 mois après l'intervention, puis à 2 ans après l'intervention et avant l'intervention, et ce qui a permis de montrer sur la diapositive suivante, celle-là, que l'épargne parenchymateuse dans la radiofréquence, elle est majeure, puisqu'il n'y avait aucune différence de VEMS dans chacun des groupes avant, à 3 mois ou à 2 ans. Donc c'est une technique qui vraiment épargne le parenchyme. Les conclusions des auteurs, c'était que la radiofréquence est efficace, bien tolérée, donc avec les chiffres de survie globale qu'on a vus juste avant, et donc cette épargne parenchymateuse, encore une fois, on le rappelle, dans cette étude, c'était des patients qui étaient contre-indiqués à la chirurgie, et l'autre chose qu'ils ont mis en avant, c'était la possibilité de retraitement en cas de récidive locale ou d'une lésion métachrone. Une autre étude multicentrique parue beaucoup plus récemment, puisque c'est une publication de 2018, encore une fois prospective, sur 32 patients qui ont été suivis pendant 3 ans, avec un contrôle local à 1 an de 84% et un contrôle local à 3 ans de 81%, ce sont de très bons résultats
encore une fois dans les tumeurs primitives pulmonaires. Il s'agissait des stades 1A, donc des stades localisés. Et il avait déjà été publié que les récidives locales n'influencent pas la survie globale en 2012, puisqu'il y a toujours cette possibilité de retraiter. Et dans ces chiffres de survie globale, ce qu'on a pu constater, c'est que la moitié de ces décès étaient liés à une cause non oncologique. Toujours la même chose, je rappelle que dans ces publications, il s'agit de patients contre-indiqués pour la chirurgie. C'était les conclusions des auteurs, et toujours pareil, il y a une bonne préservation de la fonction respiratoire. Alors pourquoi pas les micro-ondes dans les tumeurs primitives? Ça a été publié, comme ici en 2014, vous voyez sur 47 cas, et qui nous ont montré un contrôle local à 1 an et à 3 ans de 96% et 64%. Et ce qui s'en ressortait, c'était que la taille de la tumeur était un critère de mauvais pronostic pour plus de 3,5 cm. C'est une autre étude de 2015 qui s'intéresse à la radiofréquence et aux micro-ondes, avec des tumeurs, vous voyez, le diamètre 2,1 cm en moyenne, un suivi de 30 mois, et encore une fois, la taille de la tumeur ressortait comme critère prédictif d'échec du traitement, enfin de moins bons résultats. Et la survie globale à 5 ans ici était de 58%, ce qui reste aussi un bon résultat dans les tumeurs primitives. Alors, radiofréquence micro-ondes, il y a cette étude qui est sortie l'année dernière dans DI et qui s'intéresse à la comparaison entre les radiofréquences et les micro-ondes. Chez des patients donc, qui avaient un diamètre tumoral un peu plus petit pour la radiofréquence, 13 mm, 17 mm pour les micro-ondes, et vous voyez qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de récidive locale, et il n'y avait aucune complication de grade 4 ou 5, ce qui montre que les micro-ondes semblent être une technique qui est aussi assez peu, avec une faible morbimortalité, du moins pas statistiquement différente que celle de la radiofréquence dans cette étude. Ça me permet de faire le lien, puisque cette dernière étude s'intéressait à la fois au traitement des lésions primitives et des lésions secondaires, avec le traitement des métastases. Dans les métastases et dans le traitement de la maladie oligométastatique, la radiofréquence est une option thérapeutique largement validée. Et il y a cette publication Princeps, avec des patients qui ont été suivis 4 ans, qui montre qu'on a un contrôle local de quasiment 90%. Ce sont les résultats qu'on peut trouver dans les séries chirurgicales de prise en charge des lésions secondaires. Et ce qui avait été retrouvé ici, c'était ils ont pu classer les patients en 3 types de courbes, vous voyez, en fonction de facteurs pronostiques. La meilleure courbe étant celle sans facteur de mauvais pronostic, la bleue, un facteur de mauvais pronostic, et la rouge, plusieurs facteurs de mauvais pronostic. Les facteurs de mauvais pronostic sont assez connus, c'est bien sûr la taille de la lésion, on l'a vu juste avant, plus de 2 cm, le fait qu'il y ait plusieurs lésions à traiter, les maladies primitives autres que les cancers du rein et les cancers du côlon, et le fait qu'il y ait eu une récidive locale il y a déjà moins d'1 an. Ce sont des facteurs de mauvais pronostic qui paraissent assez logiques. Donc, quelles sont les limites au final de ce traitement interventionnel? Et bien, ce sont les limites de la maladie oligométastatique, c'est-à-dire un nombre de lésions raisonnablement en pratique clinique et dans les études, on définit strictement inférieur à 6. Le fait que la maladie soit principalement pulmonaire, ou alors si elle est oligométastatique ailleurs, que les autres lésions soient aussi traitables de manière curative, que la maladie initiale soit stable ou stabilisée ou en progression lente, et que la tumeur primitive, le site de tumeur primitive soit contrôlé. Je vous montre ici une publication très récente, puisque de 2020, sur une étude prospective multicentrique de patients suivis pour un cancer colorectal, et vous voyez qu'à 3 ans, la survie globale était de 84%. Le cancer colorectal est le type de tumeur primitive pour lequel la bibliographie est la plus vaste concernant le traitement par radiofréquence de ces lésions secondaires. Et dans cette étude, les auteurs à la base pensaient avoir un résultat de survie globale à 3 ans de 55%, et vous voyez qu'il a été de 84%. Les facteurs de mauvais pronostic qui sont ressortis étaient encore une fois la taille des lésions, un primitif rectal est de moins bon pronostic qu'un primitif colique, le fait d'avoir des marqueurs biologiques élevés et de ne pas avoir eu de chimiothérapie au préalable. Et la radiothérapie stéréotaxique dans tout ça, puisque l'indication de la radiothérapie stéréotaxique est exactement la même, le traitement de la maladie pulmonaire oligométastatique. Dans cette méta-analyse intéressante de 2020, il propose que les lésions profondes dans le parenchyme et que les lésions proches des vaisseaux soient plutôt l'apanage de la radiothérapie stéréotaxique compte tenu de la difficulté d'accès et du heat-sink effect. Et pour les patients qui ont un traitement anticoagulant qu'on ne peut pas suspendre, la radiofréquence n'est peut-être pas non plus le traitement optimal, notamment je pense aux patients qui ont des valves cardiaques mécaniques. Il y a aujourd'hui un rôle croissant de la cryoablation qui est très utile pour les lésions sous-pleurales, notamment parce qu'elle va limiter le risque de douleur post-interventionnelle, du fait que l'aiguille déployable est à moitié dans
La paroi à moitié dans le poumon, il y a une hétérogénéité de tissu qui fait que le champ électrique va se répartir différemment, alors que le glaçon, c'est le glaçon. Une fois qu'il se fait, il a une forme de glaçon, quel que soit son milieu. Et on va avoir une visualisation du glaçon, ce qui permet de bien contrôler les marges d'ablation. On va pouvoir mettre plus de cryosondes. Plus la lésion est grosse, plus on met de cryosondes. Et on a un très bon résultat sur les douleurs post-interventionnelles, notamment sur le diaphragme, qui est sensible à la radiofréquence, qui peut être troué par la radiofréquence, alors qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires en cryoablation. C'est le résultat de 2 études prospectives multicentriques. La première, c'est celle-ci, l'étude Eclipse, publiée en 2015, avec un suivi à 1 an qui montrait un contrôle local de 94% et une survie globale des patients de 98%, que des lésions secondaires, plusieurs types de tumeurs primitives. Et elle a été suivie en 2020, l'année dernière, par l'étude Solstice, à 2 ans cette fois, qui montrait une survie sans récidive de 77% et une survie globale à 2 ans de 97%, encore une fois dans la maladie métastatique, avec un panel de plusieurs types de tumeurs primitives. En conclusion, les principaux messages, c'est que la sélection des patients doit être extrêmement rigoureuse pour obtenir des résultats comparables à tous ceux qu'on vient de voir. Dans les tumeurs primitives pulmonaires, se limiter à 3 cm et les résultats sont encore meilleurs pour les lésions de moins de 2 cm. L'ablation percutanée est une alternative thérapeutique pour les patients non chirurgicaux inopérables. Et dans le traitement de la maladie oligométastatique, l'ablation percutanée, notamment la radiofréquence, est une option thérapeutique validée avec des résultats qui sont comparables à ceux que l'on peut trouver dans les séries chirurgicales. Dans tous les cas, cela reste des décisions de RCP avec une importance majeure de la présence d'un radiologue en RCP et de son implication. La radiofréquence, comme on vient de le voir, est la technique de référence parce que plus ancienne, plus de bibliographie, il y a un rôle croissant de la cryoablation dans le traitement des lésions secondaires et aujourd'hui, la place des micro-ondes est encore à mieux préciser. Je vous remercie pour votre attention. Merci Paul. Donc maintenant, on va pouvoir enchaîner aux questions à notre panel d'experts. Donc je vous encourage vraiment, vous aussi, à poser vos questions sur le chat. On y répondra juste après le point RI Actu. Donc on va pouvoir commencer avec la première question. Paul, je te laisse introduire. Ce soir, on l'a dit précédemment, mais on a l'honneur d'accueillir les docteurs Gobert et Palussière. On les remercie beaucoup pour leur présence et de venir répondre aux questions du jury. Donc au nom du jury, on va commencer par la première question, peut-être pour le docteur Palussière. Monsieur Palussière, est-ce que vous nous entendez? Parfaitement. Je ne sais pas si vous m'entendez de votre côté. Oui, on vous entend très bien, merci. Peut-être une première question. Quel est votre principal mode de recrutement des patients et quels sont vos correspondants privilégiés dans cette activité? Alors, oui, ça c'est une question fondamentale. D'une part, il faut vous dire que même si on n'est pas très nombreux, il faut absolument participer au RCP. C'est là le lieu de recrutement principal de patients. Je dirais que dans le centre oncologique où je travaille, la RCP digestive est un lieu de recrutement des patients extrêmement important parce que les métastases de cancer colorectal représentent, on va dire, entre 70 et 80% du recrutement de radiofréquence pulmonaire. Comme tu l'as très bien dit, je pense sur les métastases, les techniques percutanées sont quand même en avance par rapport à la radiothérapie stéréotaxique. Surtout que dans le côlon, il semble que la radiothérapie stéréotaxique soit un peu moins efficace que sur d'autres tumeurs, notamment la tumeur bronchique primitive. Donc c'est un lieu où on peut discuter, où on peut proposer nos solutions. Et ce que je rajouterais par rapport à ce qui a été dit sur la maladie oligométastatique, c'est qu'on voit actuellement des patients qui sont de plus en plus chroniques et qui sont ralentis par le traitement systémique. Et là, la blathermie vient aussi au-delà de la maladie oligométastatique pour offrir aux patients des périodes sans chimiothérapie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la maladie a été suffisamment freinée, on dit, si le TEP, par exemple, montre qu'il n'y a qu'une maladie pulmonaire, même s'il y a plus de 5 ou 6 nodules, on peut proposer une ablathermie pour essayer d'offrir au patient une période où il n'aura plus de traitement, qu'on espère la plus longue possible. Donc ça, on avait montré avec un papier que, avec des patients tout venants qui mélangeaient des patients un peu avancés, des patients oligométastatiques, on peut arriver à plus d'1 an de période sans chimiothérapie. Ça reste à prouver sur des patients un peu plus avancés qu'on atteint ces chiffres-là qui sont quelquefois un peu difficiles à maintenir.
Mais toujours est-il que c'est une autre indication et qui est de plus en plus proposée. Voilà. La deuxième RCP où on peut également, principale, où on peut recruter des patients, mais qui est plus difficile, c'est les RCP pneumo ou les RCP thorax. Et là, je dirais par rapport à ce qui a été dit, c'est que sur les carcinomes bronchiques primitifs de stade 1, les petites tumeurs inférieures à 3 cm, c'est vrai que les pneumologues, les oncologues ne sont pas très tournés vers nous parce que la radiothérapie stéréotaxique est dans toutes les propositions de thérapeutiques qui ont été rédigées internationalement. Donc, si vous regardez les propositions américaines ou européennes, c'est vrai que la radiothérapie stéréotaxique arrive en premier. Néanmoins, il y a quand même des cas où on peut se poser la question de faire une ablathermie parce qu'on a le gros avantage, et bon, ce n'est pas toujours très facile à faire, mais on a quand même le gros avantage de pouvoir faire une biopsie en même temps que le traitement. Et ça, c'est quand les patients sont sans analyse histologique, c'est quand même un avantage par rapport à la radiothérapie stéréotaxique. Et alors, par contre, sur ces tumeurs-là, c'est difficile de se battre avec les radiothérapeutes et vous aurez, si vous y participez, c'est très difficile d'avoir voix au chapitre. En revanche, et ça, je crois qu'il faut le souligner dans les indications, il y a maintenant beaucoup de patients avec les développements de l'immunothérapie et notamment surtout des thérapies ciblées qui sont ce que l'on appelle oligoprogressifs ou oligométastatiques, donc ces patients avancés avec des carcinomes bronchiques. Et ça, ce sont des indications où on a la place de proposer nos techniques. Parce que justement, on peut faire des biopsies et essayer de voir pourquoi la maladie est résistante dans cet endroit-là, alors qu'on va dire 90% de la maladie répond. Il y a un ou deux endroits bien mis en évidence sur un TEP scanner et qui montrent que la maladie est évolutive. Et c'est là que la blathermie est très intéressante parce qu'elle peut éviter de changer le traitement systémique s'il marche sur la majeure partie de la maladie et surtout comprendre et analyser les mutations pour essayer de savoir pourquoi cette partie-là a échappé. Alors, il y a les biopsies liquides qui peuvent donner des renseignements, mais malgré tout, souvent les biopsies tissulaires restent prépondérantes dans ces indications-là. Voilà, en gros. Après, il y a bien sûr toutes les RCP où on peut participer, URO, les métastases de façon générale, on a une possibilité énorme quand on travaille dans des centres comme ça où les oncologues vont nous faire confiance. Le bronchique, il faut penser et se tourner vraiment vers les patients qui sont des patients avancés avec une maladie métastatique ou soit oligométastatique pulmonaire, soit oligoprogressive, soit des patients qui rechutent après radiothérapie stéréotaxique. Alors là, il faut être extrêmement prudent parce que les traitements peuvent être dangereux, parce qu'il y a des fibroses pulmonaires, les pneumothorax sont plus difficiles à gérer. Mais là, probablement que bon, c'est pas démontré, mais probablement que la cryothérapie qui respecte plus les structures conjonctives a un avantage pour ces lésions qui récidivent sur des territoires de radiothérapie stéréotaxique. Merci pour votre réponse, c'était très clair. Moi, j'aurais peut-être donc une petite question pour le docteur Gobert. Où est-ce que vos patients sont hébergés et combien de temps vous organisez l'hospitalisation, que ce soit avant ou après la procédure? Bonsoir à tous, merci Julien. Vous m'entendez bien, il n'y a pas de souci? Oui, pas de souci, on t'entend très bien. Alors nous on garde les patients 48 heures à partir du moment où on a fait l'intervention percutanée, c'est-à-dire qu'ils passent 2 nuits à l'hôpital. Alors, c'est une durée qui pourrait vraisemblablement être réduite dans un nombre non négligeable de cas. Je vous avoue que c'est une durée qu'on a adoptée au début de notre pratique et qu'on a gardée depuis. Elle permet d'intégrer dans la prise en charge hospitalière de surveillance le traitement du pneumothorax, qui est quand même pas une rareté totale, et qu'on arrive à régler en général en 24 heures. C'est-à-dire qu'on sait que même quand on a un pneumothorax avec 24 heures de drainage, on aura ces 24 heures de sécurité avant de libérer le patient. Et c'est capital puisqu'on libère le patient pour qu'il retourne chez lui dans l'immense majorité des cas. D'autre part, il y a un petit biais, il faut l'avouer, un petit biais qui tient au fait que nos patients sont très majoritairement hospitalisés dans des services de chirurgie thoracique ou parfois chirurgie vasculaire.
Alors pourquoi? Là aussi, c'est un reliquat de ce qu'on a fait quand on a démarré notre activité. L'avantage de l'hébergement d'un service de chirurgie, c'est que comme notre problème principal, on va dire, par ordre de fréquence, c'est le pneumothorax, ça permet d'avoir des équipes et du personnel pour qui un drain ne pose aucun problème, alors que si on hospitalise des patients en milieu oncologique non pneumologique, ben, en général, les équipes paramédicales, quand on en parle de drain thoracique, ils ouvrent des grands yeux et ils ne sont pas très tranquilles. Donc, nous, on a une hospitalisation le plus souvent en milieu chirurgical et pour 2 jours, ce qui nous permet d'avoir un environnement, je dirais, très sécurisé. Néanmoins, sur des possibilités d'organisation plus souples, il est évident qu'une grosse part de nos patients pourraient, notamment ceux qui n'ont pas de pneumothorax ou qui ont un pneumothorax tout à fait minime, non drainé, pourraient probablement bénéficier d'une hospitalisation limitée à une seule nuit de surveillance après la radiofréquence percutanée. Je profite de l'occasion pour remercier Jean, moi aussi, de sa présence et pour le remercier de la mise au point très claire qu'il a fait pour le recrutement des patients. Et pour rajouter juste une chose, c'est que quand vous, les jeunes radiologues interventionnels, vous démarrerez vos activités de destruction tumorale percutanée, pulmonaire ou dans d'autres organes, vous aurez effectivement un recrutement issu de votre centre dans les RCP de votre centre, mais vous aurez aussi probablement un recrutement qui viendra directement de patients extérieurs à votre centre et adressés par des correspondants extérieurs à votre centre, des chirurgiens, pourquoi pas, des pneumologues extérieurs, des gens qui ne sont pas dans votre ville universitaire, qui ne sont pas dans votre département. Et vous serez l'interlocuteur numéro 1 dans la chaîne de soins au sein de votre centre. À partir de là, je pense, mais je pense que Jean sera d'accord, une fois que vous aurez fait tout ce qu'il faut pour valider l'indication de recourir à une destruction percutanée, je pense qu'il faut en plus, à votre tour, et c'est ce qu'on fait nous, présenter le patient à la RCP de votre centre, parce qu'il faut que le patient va être pris en charge dans votre centre. Ça veut dire que votre centre va gérer tout ce qui va bien marcher, mais va aussi gérer les complications. Et tout ça, vous le ferez en coordination avec l'appui et l'aide de vos correspondants, qu'ils soient chirurgiens, réanimateurs, pneumologues, etc. Et il faut qu'à ce titre, il y ait une validation conjointe de l'indication, même pour un patient qui vient de l'extérieur. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On a peut-être encore une autre question pour celui de vous deux qui veut répondre. On se demandait si vous étiez plutôt dans l'activité orientée sur le scanner ou orientée sur le CBCT. Alors, je vais laisser la parole à Jean, non pas que je ne veuille pas en parler, mais Jean a une grosse expérience du CBCT qu'il a publié il n'y a pas très longtemps. Donc, je pense qu'il est important de l'entendre à ce titre. Oui, merci. Alors, c'est une question à la fois facile et difficile à répondre. Peut-être on vous entend un peu moins bien, Monsieur Palucia. Oui, là, ça mieux, là, comme ça? Oui, beaucoup mieux, merci. Voilà, donc question à la fois facile et difficile. Je vous dirais qu'on a une expérience ici maintenant de près de 20 ans de radiofréquence pulmonaire avec différentes phases. On a commencé avec un scanner qui n'était pas dédié à l'interventionnel. On avait d'abord une demi-journée d'interventionnel sous AG, puis 2 demi-journées. Et très vite, on a été dépassé par le nombre de traitements à faire. Et comme on avait un bloc avec une table Conbeam, on a transféré une partie de l'activité au Conbeam pour essayer de diminuer les délais. Donc, dans l'expérience, je pense qu'on doit avoir traité au moins 150 patients sous Conbeam CT avec la radiofréquence pulmonaire. Alors, ça marche très bien à condition de ne pas traiter, je dirais, plus de 2 lésions. Parce qu'une lésion, si elle est bien placée, ça se passe bien. Une deuxième lésion, ça devient quelquefois un peu difficile. Parce que, bon, vous avez montré là tous les deux des pneumothorax. C'est vrai, il y avait une question aussi de savoir s'il fallait drainer un pneumothorax dès le début de la procédure. Je pense que s'il y a un pneumothorax qui arrive dès le début, il vaut mieux le drainer parce que le poumon, après, il est difficile à gérer. Donc ça marche bien, mais il y a des limites. Et je dois dire que maintenant qu'on a un scanner dédié depuis plus d'1 an et demi, on en fait quasiment plus sous Conbeam parce qu'on a un scanner. Ça reste quand même la machine la
la plus adaptée. Mais si vous n'avez pas de scanner dédié, ça peut très très bien se faire. Et avec, alors il faut absolument entraîner les anesthésistes avec vous dans l'aventure, parce qu'il faut pouvoir prévoir des périodes d'apnée où vous faites la rotation du tube autour du patient pour avoir les images en apnée, et essayer après de reprendre la même apnée pour placer l'aiguille avec le logiciel de guidage qui existe et la positionner correctement dans le nodule. Donc, il faut ventiler le patient à FiO2 à 100%, bien le curariser pour préparer ça et avoir des apnées suffisamment longues. Alors, ceci dit, sur des patients métastatiques, ça se fait très bien. D'ailleurs, ces conseils-là d'anesthésie sont à proposer pour chaque patient. S'il y a une embolie gazeuse, la FiO2 à 100% permet de limiter les risques d'embolie gazeuse qui sont souvent liés à des bulles d'azote, alors que l'oxygène est tout à fait soluble. Les curares, ça évite de tousser, ça évite les hyperpressions et ça évite les embolies gazeuses. Donc, discutez bien de tout ça avec vos anesthésistes. Et en CONBIM, c'est fondamental d'avoir cette préparation-là, de bien positionner son patient. Après, les patients qui sont très gros, souvent, ils ont du mal à être bien positionnés et le tube a du mal à tourner autour. Mais ça se fait très bien. Nous, on l'a fait pendant plusieurs années. Ça nous a beaucoup, beaucoup dépanné. Voilà la réponse, si ça vous convient. Ouais, c'était parfait, merci, c'était très clair. Je vais en profiter pour vous féliciter pour vos présentations là, qui étaient bien. Hein. La biblio, la revue de la biblio est bonne. J'ajouterai quelque chose juste pour les marges. 1 centimètre pour le carcinome bronchique, c'est le minimum. Il y a même maintenant, si vous avez lu la biblio récente sur le carcinome bronchique, il y a des Coréens qui ont publié un truc assez exceptionnel dans Radiology, là, il y a un an, où ils montrent qu'il y a probablement dans les carcinomes bronchiques, dans certains sous-types micropapillaires, des envahissements de l'arbre bronchique qu'il faudrait pousser les marges à 2 cm. Ce sont des cancers qui récidivent d'ailleurs plus après chirurgie. Donc, le carcinome bronchique, ça peut aller jusqu'à 2 cm. Les métastases, 5 mm, ça peut suffire. Voilà, juste un petit commentaire sur votre... Mais vos topos étaient très bien. Merci beaucoup. Merci. On a peut-être encore une question. Une dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des techniques pour améliorer le contrôle local de la maladie, et est-ce que vous pensez que ces évolutions techniques pourraient aboutir à des résultats similaires à la prise en charge chirurgicale des tumeurs primitives? Question compliquée. Question difficile. Je peux commencer à donner quelques éléments. Ce que je crois, c'est que les progrès tout à fait manifestes des résultats obtenus dans la radiofréquence pulmonaire, Jean commentera aussi, hein, mais je crois qu'il y a des éléments qui ont été décisifs, en tout cas que j'ai vu comme tels. Le premier, c'est la sélection des patients. On a rapidement compris que la radiofréquence pulmonaire est un excellent traitement pour les petites lésions. Et encore, Jean vient d'y faire référence, c'est-à-dire non seulement on sait qu'il y a une barrière, en gros, hein, il y a une barrière, c'est les 3 cm de diamètre, mais on sait que pour les métastases, par exemple, il était bien démontré qu'en dessous de 2, on est encore meilleur. Et puis la barrière des 3 cm, on sait qu'en oncologie thoracique primitive, dans le carcinome bronchique, on sait que comme il faut dépasser 10 mm de marge, et qu'en gros c'est difficile de faire plus de 4 cm en radiofréquence, donc on voit que cette sélection des patients est extrêmement rigoureuse et qu'on doit rester en radiofréquence dans le domaine des petites lésions. Donc la sélection des patients et le pré-planning du traitement en fonction des lésions est un premier facteur de progression de ces techniques, et il faut continuer à être extrêmement rigoureux dans la sélection des patients. Deuxième point, on parle ces derniers mois, et on parle de plus en plus de standardisation. On a parlé des marges, il y a les protocoles d'ablation, ça en gros c'est bien établi, mais il faut que les instructions tumorales percutanées obéissent à des règles aussi strictes et aussi rigoureuses pour le déroulement de ce qui se passe avant l'intervention, la consultation, la préparation, etc., pendant l'intervention et après l'intervention. C'est capital pour le suivi, c'est capital pour les traces qu'on laisse, pour les comptes rendus qu'on laisse. Et il faut qu'on avance vers une standardisation pour que toutes les équipes utilisent les mêmes techniques avec le même dispositif et qu'elles en fassent le même type de compte rendu pour que réellement on soit sûr qu'il n'y a pas de biais dans les résultats qu'on produit pour nos patients
liés à des biais de la mise en œuvre de ces techniques. Après, aller vers de nouveaux dispositifs, je reste convaincu que la place des micro-ondes est à déterminer. Je parle que de parenchyme pulmonaire, est à déterminer aujourd'hui et que malgré un certain nombre de travaux qu'on a fait ici à Marseille, dans notre laboratoire universitaire, je pense qu'on a très peu de certitudes. Par contre, je crois beaucoup au développement de la cryo pour la pathologie métastatique et bien entendu pour toutes ces pathologies qui sont périphériques dans la cage thoracique, près de la paroi pleurale, pleuropariétale, proche du diaphragme, etc. Où là, je pense qu'il y a un vrai bénéfice pour le développement de la cryo. Oui, merci Jean-Yves. Oui, c'est en effet parfait. J'ajouterais juste quelque chose, c'est que vous allez voir vos générations qui arrivent quand même la place des traitements combinés. Et j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et vraiment le futur des indications, quelle que soit la technique. C'est vrai que moi, je reste aussi très réservé sur les micro-ondes dans le poumon qui, dans les publications, ne montrent pas vraiment d'avantage. À part qu'on va mettre 2 minutes au lieu de 4 minutes, par exemple. Enfin bon, c'est sur des petites métastases, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais il n'y a pas probablement d'avantage en termes de lésions effectuées. Mais vraiment le futur, et ça, il faut absolument que vous arriviez, si le sujet vous intéresse, à être, on va dire, cultivé par les oncologues dans la façon de prendre en charge les patients. Parce que le futur, c'est vraiment les combinaisons de traitements, c'est-à-dire une période de traitement systémique, un traitement local, et puis reprendre probablement un traitement systémique, voire enchaîner plusieurs traitements locaux successifs. C'est là que la présence au RCP est fondamentale de façon chronique. Il ne faut jamais lâcher, être là tout le temps et proposer en disant moi je peux faire, et je ramènerai du tissu pour analyser. Et vraiment, ces alternances de traitement sont importantes et probablement d'ailleurs qu'on va essayer de le démontrer là, dans des essais dans les années à venir, c'est que la blathermie, il est probable qu'elle aide l'organisme à se défendre contre la maladie en stimulant le système immunitaire. Bon, la radiothérapie probablement aussi, mais les ablathermies ont leur place. Et là, il faut se bagarrer pour démontrer ça, parce que ça serait vraiment un plus associé. Alors là, ça serait même des protocoles encore plus complets où la blathermie viendrait de façon systématique sur une lésion en complément d'une chimio-immuno avec 2 cycles qui seraient faits et on traite systématiquement après le patient. Là, on ne serait même plus dans les indications que l'on a actuellement, ça serait des indications un peu systématiques sur des patients métastatiques. Donc tout ça va se développer et je pense que dans les 5-10 ans à venir, on verra des transformations, des indications, et il faut absolument se cultiver auprès des oncologues pour comprendre un peu leur façon de raisonner et les propositions qu'ils attendent pour les patients. Et nous, on a les outils maintenant. On a les outils et on a des choses dont on sait, vous l'avez très bien dit, Jean-Yves l'a aussi souligné, on connaît les résultats locaux, ça marche très bien sur des petites tumeurs. Après, il faut étendre les indications. Merci beaucoup. C'était notre dernière question, mais n'hésitez pas à continuer de poser des questions sur le chat, on pourra y revenir en fin de session. Et on laisse la parole à Farah Kadour pour le Flash Actu, toujours orienté dans la même thématique. À tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Flash Actu. Je suis Farah, interne marseillaise, et je vais vous présenter l'actualité interventionnelle passée au rayon X ce dernier mois. Donc tout d'abord, l'actualité récente sur un sujet que désormais vous maîtrisez, le micro-ondes dans les cancers du poumon, avec cette étude chinoise multicentrique qui visait à comparer le combo micro-ondes et chimiothérapie versus chimiothérapie seule chez des patients qui étaient atteints de cancer pulmonaire non à petites cellules à un stade avancé. Ils ont suivi les patients pendant 1 an, ils ont randomisé ces 2 groupes et essayé de voir quel était le groupe qui avait le meilleur taux de survie sans progression, qui était leur critère de jugement principal. Ce qui est ressorti de cet essai, c'est qu'en combinant les 2 thérapies, il y avait une survie qui était doublée significativement.
Concernant les critères de jugement secondaire, le seul qui revenait significatif était une survie globale qui était meilleure quand on combinait les thérapeutiques. Donc, on peut se demander comment on peut expliquer ces résultats meilleurs en combinant les thérapies. Eh bien, c'est dû à des effets synergiques en fait, des traitements, où on sait que combiner les deux va apporter et va augmenter l'apoptose cellulaire, mais également diminuer la charge tumorale et aussi amener un boost immunitaire. Maintenant, nous allons passer à l'article débat. Article débat dont vous avez très certainement entendu parler, non seulement parce qu'il a fait le New England Journal of Medicine, mais aussi parce que potentiellement, il viendrait remettre en cause un peu notre place par rapport à la chirurgie dans l'embolisation des fibromes utérins. Alors, nous allons décortiquer ça ensemble pour voir ce qu'il en est vraiment. Donc, nous allons rester fair-play si on est d'accord qu'ils ont mis beaucoup d'efforts pour essayer de conduire une étude robuste et de qualité. Effectivement, c'était un essai qui était randomisé et qui était multicentrique, large, avec 254 patientes symptomatiques qu'ils ont randomisées en deux groupes. Celles qui bénéficiaient d'une embolisation et les patientes qui allaient bénéficier d'une chirurgie. Alors, ils ont suivi ces patientes pendant 2 ans et le critère de jugement principal était la qualité de vie sur le score UFS-COL. Donc, ce score-là, pour rappel, c'est le score qui est standardisé et l'échelle qui est validée dans les fibromes utérins et qui comporte 2 composantes. Une composante qui porte justement sur des questions sur la qualité de vie et puis une composante sur la sévérité des symptômes. Donc, la qualité de vie, c'était notre critère de jugement principal. Et ce que montrait l'étude, c'est qu'au final, la myomectomie avait 8 points de plus en moyenne par rapport à l'embolisation sur les patientes qui bénéficiaient d'une chirurgie. Donc maintenant, nous allons essayer de décortiquer ça un peu parce qu'il faut qu'on soit un peu critique face à cet article. Et notamment, quand on regarde un peu plus en détail cet article, on peut se dire, d'accord, mais pourquoi avoir inclus comme critère de jugement principal seulement les questions relatives à la qualité de vie et pas les questions relatives à la sévérité des symptômes? Mais aussi, on peut se dire que cette pertinence clinique des 8 points à mettre en évidence pour vraiment distinguer une différence entre la chirurgie et l'embolisation, est-ce qu'il y a vraiment une pertinence clinique, sachant que l'UFS-COL est une échelle qui porte jusqu'à 100 points? Puis après, nous avons d'autres critiques que nous pouvons soulever, notamment le fait que dans le groupe embolisation, la méthode d'embolisation n'était pas standardisée. Alors qu'on sait que pour les fibromes utérins, c'est une technique qui est rodée. On sait qu'il faut utiliser des microparticules, alors que là, l'agent embolisant était laissé à la libre appréciation de l'opérateur, ce qui peut expliquer qu'il y ait un faible taux de nécrose des fibromes lors du suivi, avec 40%, ce qui est plus faible que ce que rapporte la littérature en termes d'embolisation de fibromes. Mais encore, on peut se poser des questions sur le fait que ça n'ait pas été fait en aveugle. Bon, en termes de technique, c'était difficilement faisable, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit critère subjectif en se disant, on a eu une chirurgie, on nous a enlevé le fibrome, forcément, je vais mieux que si on m'avait fait juste une embolisation. Donc voilà, en mettant tout ça un peu en perspective, il faut se dire que ce n'est pas juste cet article à lui seul qui va remettre en cause notre efficacité en termes d'embolisation des fibromes et remettre en cause notre place. Il faut garder en tête que l'embolisation des fibromes, c'est une technique qui est sûre et qui fonctionne. Donc, venons maintenant à l'article pédagogique. Donc, sur une thématique que vous maîtrisez désormais parfaitement, la destruction tumorale percutanée. Il y a eu une étude qui a été menée par une équipe strasbourgeoise et qui a été publiée dans une revue à destinée des médecins généralistes. Donc, une large diffusion qui peut être un premier recrutement des patients par le biais de la médecine générale. Donc, je rappelle 2 grands types de destruction, destruction par le chaud, destruction par le froid, et puis d'autres techniques un peu plus anecdotiques. Nous allons commencer, et puis pour vous réchauffer un peu, par la destruction par le chaud, avec la radiofréquence et les micro-ondes. Donc, désormais, 2 techniques que vous comprenez bien, que vous maîtrisez. Pour rappel, radiofréquence basée sur l'impédance, qui est vraiment l'élément clé de la radiofréquence et qui est aussi un facteur limitant de la technique en elle-même. Alors que le micro-ondes, lui, puisqu'il est indépendant de cette notion d'impédance, pour le coup, il peut détruire des volumes tumoraux plus larges et de manière plus rapide. Donc, c'est un peu son intérêt par rapport à la radiofréquence. Néanmoins, il nécessite une certaine courbe d'apprentissage, étant donné que les résultats ne sont pas forcément très reproductibles entre opérateurs, entre aiguilles et matériel utilisé, etc. Maintenant, la destruction par le froid, donc la cryoablation.
Vous l'aurez compris, le glaçon, en fait, va permettre une destruction tumorale par deux biais, de la glace intracellulaire et de la glace extracellulaire, sachant que dans le glaçon, il y aura globalement 3 zones isothermes, une zone centrale qui va détruire la lésion par la glace intracellulaire, une zone intermédiaire qui va être de la glace extracellulaire qui deviendra intracellulaire lors d'un deuxième cycle de congélation, et puis la périphérie, donc vraiment la marge du glaçon qui, elle, oscille autour de 0 degré. Donc les avantages, c'est surtout qu'on visualise vraiment le glaçon et donc on visualise un peu ce qu'on fait. Les autres techniques plus anecdotiques comme l'ablation au laser, les ultrasons de haute intensité focalisée et l'électroporation irréversible. Vous retrouverez également dans cet article, si ça vous intéresse, les techniques à privilégier selon les organes. Pour le poumon, vous l'aurez vu selon la localisation chaud ou froid. Pour le foie, ce sera plutôt par le chaud. Pour le rein, selon la localisation du chaud ou du froid. Et puis pour l'os, cela dépendra des indications. Pour terminer, le petit point technique où je vous renvoie sur les recommandations de la SIR sur la gestion des traitements antiagrégants et anticoagulants, où là, pour le coup, si vous êtes motivé, que vous arrivez à vous y plonger, c'est parfait. Sinon, je vous conseille de continuer à nous suivre parce que cela fera un topo d'une des prochaines séances du jury. Donc, restez fidèles et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Donc, nous revenons à notre cas clinique. Pour rappel, c'est un patient de 65 ans, adénocarcinome colique avec sa lésion secondaire pulmonaire. Les diapos, s'il vous plaît. Hop, la lésion qui était ici, relativement de petite taille dans le lobe inférieur droit. On voit qu'il était central à distance de la plèvre, de la scissure et des structures vasculaires. Au final, elle était éligible, bien entendu, à un traitement par thermoablation percutanée, par radiofréquence dans ce cas-là. On voit le trajet qui évite préférentiellement les structures musculaires qui passent dans le gras, qui va éviter les risques de saignement post-interventionnel, qui évite la douleur post-interventionnelle également, qui va jusqu'au contact de la lésion, déploiement des petites ailettes et ablation de la lésion. Voici le rendu post-interventionnel. On voit la torpille de Curaspon à la fin de l'intervention et la zone d'ablation. Dans le suivi à 3 mois, on voit la cavitation de la cicatrice de thermoablation qui est satisfaisante. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette session et nous voulons remercier les docteurs Jean Palussière et Jean-Yves Gobert pour leur participation et leur intervention. Merci d'avoir été avec nous et nous réfléchissons par ailleurs en ce moment aux meilleurs moyens de rediffusion de ces webinars et nous vous en tiendrons rapidement au courant. Par ailleurs, certains d'entre vous nous ont demandé d'intégrer et de participer activement à notre nouveau club des juniors de la radiologie interventionnelle francophone. Sachez que nous allons bientôt organiser dans les prochains jours une réunion Zoom avec toutes les personnes qui nous ont contactés, qui sont intéressées. Bien sûr, continuez à vous manifester pour vous intégrer dans cette réunion et dans les prochains événements du club du jury. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée au nom de tout le club du jury. Au revoir. Au revoir.